Bonjour, bonjour à toutes et tous, et particulièrement bonjour à toi Fred. Salut Adrien, salut vous tous. On est ensemble aujourd'hui, toi tu es praticien formateur en hypnose ou en déshypnose, tu vas nous parler de tout ça. Est-ce que tu peux nous dire en quelques mots, l'idée c'est pas de faire ton CV, hein, mais si tu as eu une vie avant l'hypnose, dans quelle mesure elle peut avoir une influence sur ta pratique d'accompagnant et de formateur? Alors moi j'ai rencontré l'hypnose en 2005 avec Olivier Lockhart à l'IFHE. Et donc je dirais que ce qui a influencé ma vie avant l'hypnose et ce qui a influencé l'hypnose par ailleurs, c'est plus ce que j'appelle le point zéro, ma rencontre avec le point zéro qui a commencé une dizaine d'années avant. Donc en fait c'est plus le point zéro qui a fini par modifier ma rencontre avec l'hypnose. Ok, point zéro pour ceux qui connaissent pas, tu peux nous dire en quelques mots ce que ça représente? Bah, le point zéro, en fait, c'est le point d'origine de perception, on va dire, mais en même temps, euh, un non-point qui est antérieur à toute perception. C'est ce qu'on va retrouver dans des techniques plus de méditation profonde, méditation avancée, techniques d'éveil, etc. Moi, j'appelle ça le point zéro parce que c'est là où tout disparaît, où toute représentation, toute projection mentale disparaît momentanément, toute projection du monde, toute identification disparaît. Et donc, forcément, à ce moment-là, bon, toute étiquette, on va dire, va être un peu vaine, mais on va l'appeler le point zéro. Cool, et donc de ce que je perçois, dis-moi si ça représente bien ta pratique aujourd'hui ou ce que tu enseignes. L'idée c'est de aider les gens à s'installer dans ce point zéro, retrouver ce point zéro en dehors des identifications, des croyances, des habitudes, et du coup de permettre que, parce qu'on peut probablement pas rester toute la journée, tout le temps dans ce point zéro, on est quand même un peu identifié à qui on est, on a nos vies, je dirais, pragmatiques, il faut prendre le bus, il faut payer les factures. Et donc, toi, dans ta pratique, tu aides les gens à se désidentifier, on va dire, pour pouvoir plus se Alors, réidentifier. Ça ressemble à ça? c'est davantage les thérapeutes que j'aide à travailler au point zéro. Ok. 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 Et justement, pour qu'ils prennent conscience qu'on peut tout à fait prendre le bus, discuter, échanger et accompagner quelqu'un tout en étant au point zéro. C'est ça, en fait, le challenge de tout ça. Et c'est ce qui est la valeur ajoutée principale euh, du praticien zéro mental ou du processus de déshypnose. Et donc, ce point zéro, même si on peut considérer que c'est quelque chose qu'on va peut-être pas forcément pouvoir vivre tout le temps, l'idée, ce serait d'en être conscient ou de s'en rapprocher le plus possible et de travailler justement à tout ce qui pourrait nous en éloigner, je dirais, à se libérer de tout ce qui pourrait nous en éloigner. Génial. Et donc, ce que tu nous dis, c'est que toi, tu fais plus d'accompagnement individuel, tu fais plus que de la formation de praticien zéro mental. Ou Je tu fais reçois aussi de encore des clients? l'accompagnement individuel. Mais en réalité, je fais de l'accompagnement individuel, je travaille au point zéro, mais je travaille aussi sur tous les leviers de changement dits rapides. Donc, quand je te dis le point zéro, c'est principalement pour le praticien. Mes clients, je ne les accompagne pas spécialement sur le point zéro, parce que je n'ai pas besoin, entre guillemets, de travailler sur ce plan-là pour les aider à changer une habitude ou reprogrammer quelque chose. Euh, c'est davantage euh, valeur ajoutée pour le praticien. Et c'est quelque chose dont le client ne va pas être tout à fait conscient. Donc, le praticien est installé, entre guillemets, dans cet espace le plus déconditionné possible, le plus ouvert, et ça va créer un climat, une ambiance dans laquelle tous les leviers d'hypnose rapide ou de transformation rapide, de déshypnose, vont, dans ta pratique, être plus fluides et faciliter les transformations chez les clients finaux. Ouais, tout comme par exemple éviter les projections. Ça, forcément, quand tu travailles au point zéro, c'est beaucoup plus facile de pouvoir éviter les projections, d'annuler toute projection potentielle. C'est se désencombrer du thérapeute lui-même. Et donc, si je comprends ce que tu nous dis, dans ta formation, dans ta pratique de formateur, il y a à la fois une dimension de posture, c'est-à-dire aider les praticiens, les praticiennes à être dans cet espace du point zéro, on va dire, le plus désidentifié, le plus ouvert et disponible, et en même temps, des outils assez interventionnels
d'hypnose, de changement rapide. Ouais, voilà. Mais quand tu t'éveilles au point zéro, en tant que praticien, tu te rends compte aussi que tout ce que tu peux percevoir est illusoire, que tout est un rêve. Donc même quand tu te réveilles du rêve, tu es encore plus conscient. Tu peux être plus conscient du rêve lui-même, si tu préfères, ou tu es encore plus conscient de l'intensité du rêve que l'on fait chaque jour et de l'intensité du rêve de ton client. Donc forcément, ça change la représentation que tu peux avoir sur la gravité de Hmm. ce que tu es en train de traiter juste en face de toi. Ce qui fait que ça va être vu sous un angle un petit peu différent, peut-être un peu plus léger, et permettre des changements rapides aussi, grâce au fait qu'on sait que tout ça est virtuel. Si on se dit que tout ça est bien réel, que c'est bien tangible, que c'est bien grave, que c'est bien dur, que c'est bien difficile, bien emmêlé, forcément, euh, ça va pas être le même champ de possibilités pour le praticien, tu vois. Donc c'est là-dessus qu'on travaille aussi. C'est pour ça que le point zéro, en fait, il a changé mon approche de l'hypnose. Et surtout, sur le point clé principal, c'est qu'on est déjà sous hypnose en permanence. Et donc, je me suis également émancipé de toutes ces soi-disant mises sous hypnose qui me faisaient perdre un temps fou et dont j'ai remarqué que une fois émancipé, bah, ça va beaucoup plus vite avec mon client. Et puis, il est beaucoup plus à l'aise d'ailleurs avec le concept de déshypnose plutôt que celui de rentrer dans un soi-disant état d'hypnose. Et donc là aussi, ça facilite les choses. Et cool. Et du coup, ce que tu dis, c'est que, alors, on pourra discuter de la réalité et du rêve. En tout cas, ce qui est sûr, c'est que je crois qu'on peut se mettre d'accord sur la dimension constructiviste de la réalité à minima. Si on est bien terre à terre, tu vois, sans aller jusqu'à dire qu'on est dans un monde virtuel complet, on a une construction du monde, ce que je crois que tu appelles le rêve, on va dire, qui va influencer comment on vit les choses et notre représentation. Et après, on peut avoir des visions peut-être extrêmes en disant qu'on crée carrément le monde dans lequel on vit. Et dis-moi si c'est ce que tu souhaites nous faire passer comme message. L'idée, c'est que, étant plus souple dans notre vision de la réalité et de comment on la co-construit, on va pouvoir plus facilement. Alors, j'ai peur un peu des enjeux de toute puissance qui peuvent se cacher derrière, mais l'idée, c'est de pouvoir mieux choisir, entre guillemets, le rêve, la réalité qu'on va construire et donc aider nos clients à mieux choisir. C'était ce que je voulais dire un peu dans cette idée de prendre le bus, tu vois. C'est que le bus, quand il passe, quoi. C'est pas un rêve quand il t'écrase, en fait, si t'as pas regardé d'une certaine manière. Tu vois, après, on pourra challenger ça peut-être avec des visions mystiques, philosophiques, je sais pas vers où tu voudras aller, mais pour faire simple, si je comprends bien, c'est que, étant plus souple sur la manière avec laquelle on co-construit la réalité, eh bien, c'est plus facile pour toi en tant qu'accompagnant et pour les praticiens que tu formes, et donc pour les clients, de modifier leur réalité, quoi, d'une certaine manière. En tout cas, il semble y avoir une accélération. Bah, une accélération des processus de changement, en fait. Et ça, c'est des choses qui sont rapportées je dirais, par les praticiens eux-mêmes ou les clients eux-mêmes. C'est tout ce que je peux te dire là-dessus. Après, c'est pas des choses qui ont été mises sous étude particulière, mais ce sont les feedbacks qu'on a reçus. Ok, là où je te rejoins très fort, en plus c'est vrai que l'idée de déshypnose m'avait déjà un peu titillé l'esprit, je dirais. Euh, j'ai eu cette représentation de l'auto-hypnose, tu vois, j'en donne ce que j'appelle une triple définition. C'est-à-dire que souvent les gens sont familiers avec les techniques d'auto-hypnose, c'est-à-dire tu peux fixer un point, tu peux faire, je sais pas, te concentrer sur la respiration. Bon, on connaît un peu toutes ces techniques-là. Les techniques, elles ont vocation à activer ce qu'on appelle, alors peut-être que tu pourras challenger ça avec ta vision évidemment, mais un état ou une famille d'états d'auto-hypnose où souvent on est plus détendu, souvent il y a moins de pensées parasites. Bon, c'est un état qui a des vertus de repos, de récupération, des vertus aussi anxiolytiques. Ça crée de l'apaisement souvent, on se sent mieux en hypnose ou en auto-hypnose. Antalgique aussi, on sent moins la douleur. Et puis ce que j'appelle des vertus créatives, c'est-à-dire qu'il semblerait, encore une fois, on est dans deux visions peut-être un petit peu opposées ou peut-être complémentaires, hein. Le but, c'est d'explorer cette richesse ensemble, Fred. Euh, L'auto-hypnose a des vertus créatrices, créatives, c'est plus facile de se réorganiser. Ça, c'est les deux classiques. Des techniques pour rentrer dans un état. Et l'état, il permet de faire quoi? De mettre à jour quoi? Ce que j'appelle, moi, l'auto-hypnose générale. C'est-à-dire que, et je crois que c'est là où on peut se rejoindre, on a tous des automatismes, on a des habitudes, des conditionnements, presque notre personnalité, qui on croit être. Si on dit, voilà, moi je suis quelqu'un qui est comme ceci, alors toute notre réalité va être conditionnée justement par cette histoire qu'on a vécue et cette histoire qu'on se raconte. Et donc toi, j'ai l'impression que ce que tu nous dis, c'est
On s'en fiche un peu des techniques et de l'état, on va plutôt s'intéresser à faire bouger, à sortir de l'histoire que les gens se racontent. Est-ce que c'est des mots On qui peut faire font ça, sens? on peut faire ça, on peut faire ça aussi. On peut changer l'histoire et on peut se rendre compte que tout ceci n'est qu'une histoire, se réveiller de cette histoire et de se rendre compte de ce que nous sommes au-delà de ces histoires. Donc ça va bien par-delà, effectivement, comme tu le dis, l'identification au corps physique et mental. C'est toute la valeur ajoutée. C'est pour ça que, bon, là, tu m'interroges sur l'hypnose, mais que la déshypnose permet de sortir de l'hypnose pour moi, en fait. C'est pour ça que je te parle du point zéro depuis tout à l'heure. C'est que pour moi, le sens, puisqu'on parle de la thérapie, on parle de thérapie, donc moi, pour moi, la thérapie au sens ultime du terme, c'est de sortir de nos états d'hypnose, sortir de notre état d'hypnose et des fausses identifications. Être de plus en plus conscient du monde du rêve jusqu'à s'en réveiller de plus en plus, même si on replonge dans le rêve, s'en réveiller, etc. C'est ça le job, en fait. C'est ça que je fais faire à mes praticiens. C'est pour ça qu'on ne parle pas vraiment de formation, on parle plus même d'évolution, de transformation, de prise de conscience. C'est un prétexte, en fait, à pratiquer cet éveil au point zéro. Donc oui, je pratique l'hypnose, mais si tu veux, j'aime particulièrement tous ces outils. J'utilise euh, ce qui me semble être le plus percutant, mais peut-être que la finalité et la philosophie derrière est complètement différente, parce que moi, ce qui m'intéresse, c'est de retrouver l'absolu en nous-mêmes, d'accord? La thérapie, faire un peu de thérapie, tout ça, c'est sympa. Mais moi, ce qui m'intéresse, c'est cet absolu. OK? Et c'est là-dessus que j'ai passé ma vie, c'est là-dessus que j'ai construit toutes les techniques zéro mentales. Et c'est pour ça que ça diffère légèrement des approches classiques de l'hypnose qui, pour moi, plafonnent complètement au mental, en fait. Dire que aujourd'hui on met les gens sous hypnose, c'est en tout cas ne pas être tout à fait au clair qu'ils y sont déjà en permanence. Et moi, c'est ce niveau de profondeur que je veux aller chercher. C'est pas de rentrer dans un état d'hypnose dans le monde de rêve dans lequel on est actuellement. C'est se réveiller du monde du rêve dans lequel on croit être réveillé actuellement. C'est ça qui m'intéresse. Donc, c'est pour ça que le praticien zéro mental est un petit peu différent, alors qu'il utilise des outils qui sont très semblables. Très Maintenant, mes clients, pour qu'on soit clair, mes clients, nos clients en général, euh, ne viennent pas spécialement pour l'éveil au point zéro. D'ailleurs, je dis à mes praticiens qu'ils ne sont pas prêts. Pour ça, il faut d'abord travailler sur soi-même à l'éveil au point zéro avant de prétendre pouvoir conduire les autres sur ce genre de choses. Mais les clients en général, eux, ils viennent pour résoudre des problématiques, somme toute, classiques. Donc, moi, si j'ai besoin juste de faire un recadrage ou de travailler sur une sous-modalité pour aider mon client, je ne vais pas me compliquer la vie, en fait. Tu vois? Donc, c'est pour ça que le praticien zéro mental permet de faire ce que vous faites en hypnothérapie, mais que la philosophie de fond et surtout le travail interne qui est nécessaire au cœur du thérapeute euh, va aussi loin que ce que je tente de te communiquer. Le tout avec des mots, et ce qui est du coup le petit paradoxe de tout ce qu'on est en train de vivre, puisqu'on est dans le rêve, à parler du rêve dont on peut se réveiller, en tout cas on peut se rappeler qu'on est ouais, dans une forme d'interprétation ou de conditionnement de ce qui se passe. Tu viens de me faire faire une connexion. On avait fait une conférence avec Cyril Champagne, que je salue au passage, on a fait une super interview ensemble, sur les convergences, divergences et passerelles entre la méditation bouddhiste et l'auto-hypnose. Et j'ai l'impression qu'il y a une dimension très proche de la méditation dans ce que tu nous partages. Je teste avec toi la conclusion un peu à laquelle on était arrivé, puis tu me dis comment ça résonne avec ta vision du monde et de la pratique. Euh, on était arrivé à la conclusion que dans la méditation, comme dans l'auto-hypnose, finalement, tu as un être humain, un corps, un esprit, qui va utiliser ses sens pour se mettre dans un état de conscience particulier. Donc tu peux fixer un point, tu peux fixer une bougie, un Bouddha, tu peux prêter attention à la voix de l'hypnotiseur, tu peux prêter attention à une musique, à un gong, tu peux ressentir tes sensations, être au contact de ta respiration. En gros, les techniques, je reviens à ce que je disais tout à l'heure, les techniques sont sensiblement les mêmes entre la méditation et l'auto-hypnose. En revanche, on a eu, en tout cas c'était le discours qu'on avait construit, la finalité était différente.
Et l'idée, c'était que c'est comme si on serait un ego, on a une personnalité, des croyances, on a une espèce de cristallisation de notre rêve, si j'utilise un peu ton vocable, je sais pas si ça te parle, dans lequel il y a des automatismes. Et avec la méditation, le but, c'est de faire l'expérience de se rappeler que ça est une construction, c'est une illusion. Tu es plus vaste que ton ego. Et dans l'auto-hypnose, eh bien, on va venir modifier les mécanismes. Et donc, en modifiant les mécanismes, on renforce l'ego, puisqu'on y croit encore plus, puisqu'on est en train d'y travailler. Et pour finir sur la présentation que j'avais trouvée assez chouette, en tout cas, c'est resté avec moi, tu vois. Les passerelles, c'est que quand tu fais l'expérience d'une dissolution de ton ego, et c'est là où je te challenge un tout petit peu, c'est que je sais pas si l'ego peut rester dissous toute la vie. Probablement qu'on re-rentre dans des formes de rêve, tu l'as dit un peu toi-même. Mais en tout cas, quand cette construction, ce rêve se réveille, entre guillemets, on se réveille de ce rêve, et bien souvent, quand ça se cristallise un peu, je sais pas si c'est figé, les mots m'échappent un peu, mais ça se réorganise un Ça petit peu, ça se, ça réhypnotise un peu, ouais. ok, ok, on re-rentre dans une forme d'hypnose, et effectivement, eh bien ça va modifier souvent nos mécanismes intérieurs. Je pense que les gens qui pratiquent la méditation, forcément, ça les change. Et inversement, ou de manière complémentaire, quand on travaille à modifier nos automatismes, quand on se déshypnose ou qu'on modifie notre hypnose dans l'auto-hypnose, eh bien, il arrive que les gens fassent des expériences un peu transcendantales, des expériences de dissolution de l'ego, que les gens puissent toucher dans l'hypnose, parfois même dans une hypnose très classique, entre guillemets, dans le sens qui croit encore à la dualité, au monde réel, entre guillemets, euh, toucher dans l'hypnose des expériences parfois mystiques, des expériences de dissolution de l'ego. Je sais pas trop où je te propose d'aller avec ça, mais en tout cas, voilà, on avait vécu ça. Comment ça résonne pour toi? Bah, oui, bien sûr qu'on peut reprogrammer le système, bien sûr qu'on peut dissoudre progressivement ce que tu appelles l'ego, moi j'appelle ça le mental. Je suis pas spécialement sur le débat ego, pas ego, mais dissoudre le mental, dissoudre les identifications, etc. Et puis s'éveiller à une dimension plus grande. Donc, et c'est sûr que les trois aspects apportent potentiellement du changement, hein. Euh, Maintenant, je crois surtout que, enfin, moi, ce que j'ai travaillé à faire, c'est surtout de mettre de la clarté dans ces trois aspects. C'est pour ça que je les ai scindés en trois: mental switch, mental off, point zéro. Et je crois aussi que le gros problème de l'auto-hypnose, tout comme les méditations, etc., c'est qu'en fait, tout est mélangé et tout est confondu. Et en fait, rien n'est clair sur pas grand-chose, en fait. C'est pour ça que j'ai vraiment tenu à réorganiser ça sur une grille de lecture que j'appelle l'échelle de déshypnose. Bon, moi, ça m'a paru plus clair. Et depuis que c'est clair, bon, bah voilà, j'utilise ça. Il y a plus de confusion, si tu préfères. Et je pense que quand tu dis qu'il y a quelqu'un qui rentre, entre guillemets, dans soi-disant l'hypnose ou dans un état d'hypnose, et puis qui rencontrera un état mystique au point zéro, etc., ça veut bien dire justement que, il y a, il y a une confusion qui est faite, en fait, sur qu'est-ce qu'il est en train vraiment de faire, le mec. Qu'est-ce qu'il fait précisément qu'il atteint à un moment donné un état au point zéro, ou un état mystique, ou un état sans pensée, ou un état où, au contraire, il a une hyper-créativité et qu'il est en train de reprogrammer son inconscient, en fait. Donc, c'est pour ça que, pour ma part, j'ai préféré mettre de la clarté et que je pense surtout qu'il y a des conclusions de ce type qui expriment qu'il y a un manque de clarté sur tout ça. Donc, Et alors- moi, j'y vois un manque de clarté, tu vois, sur le fait de se dire, ouais, mais non, mais moi, j'ai fait l'auto-hypnose, pourtant, j'ai atteint un état mystique, donc ça veut dire que l'auto-hypnose. Non, non, mais c'est juste que de quoi on parle vraiment, en fait. À un moment donné, on parle de reprogrammation mentale, parce que pour reprogrammer l'inconscient, on utilise la reprogrammation mentale. C'est ça qui va créer un nouveau tracé dans le schéma. Donc, on utilise la reprogrammation mentale. OK, ça, c'est ce que j'appelle le mental switch et c'est ce que j'apparente, ce que j'associe, si tu préfères, à l'auto-hypnose. Pour moi, c'est ça l'auto-hypnose. C'est davantage de diriger ses pensées dans une direction bien précise. Et c'est aussi pour ça qu'on peut dire que l'auto-hypnose est née en fonction d'un désir et d'un désir dont on n'est pas libre, donc égotique, etc. OK. Ensuite, à côté de ça, tu as le vide mental. Donc, le vide mental, on n'est plus du tout dans l'hypercréativité mentale. On est dans du vide mental. On est plus dans ce qui s'apparente normalement à de la méditation, de la dilution totale. Mais les deux n'ont rien à voir. Ils n'ont pas la même vocation, si ce n'est que tous peuvent servir à notre programmation, dans le fond. Mais ce n'est pas le même sport, ce n'est pas la même façon de... Tu vois, c'est compartimenté, c'est clair.
Parce que sinon, moi, l'auto-hypnose, je l'ai enseigné pendant 8 ans à l'Arche. Donc, je peux te le dire, les groupes qui arrivaient en se disant oui, non, mais moi, l'auto-hypnose, pour moi, c'est quand je suis hyper créatif. L'autre, l'auto-hypnose, c'est quand il est en train de dormir. L'autre, l'auto-hypnose, c'est quand il est hyper excité, hyper réveillé. L'autre, l'auto-hypnose, c'est quand il est comment dirais-je, en vision périphérique. L'autre, c'est quand il est hyper focus. Ça ne veut rien dire, en fait. Ils mélangent tout, ils appellent ça auto-hypnose, et les autres qui font les méditations, ils mélangent tout, ils appellent ça méditation. Pour moi, ce n'était pas clair. Donc, j'ai créé ce petit modèle de l'échelle de déshypnose qui semble éclairer les choses en 3 étapes jusqu'au point zéro et qui facilite justement cette progression vers cet absolu dont je parle, ce fameux point zéro, notre nature véritable. Et là encore, tu le sais toi-même, moi, j'invente rien. Moi, je travaille juste sur une façon de simplifier, d'accélérer l'accès, en fait, à ça, mais c'est quelque chose qui est véhiculé depuis la nuit du temps. Moi, je parle du point zéro, là, en introduction. Mais, je veux dire, tout le monde, enfin, euh, toutes ces choses-là sont des choses dont on parle depuis la nuit des temps. Sauf que, encore une fois, je pense que ça a été assez mal compartimenté, assez grossièrement caricaturé, et du coup, manque de précision. Et moi, c'est la précision que j'amène dans ce que je fais. Excellent. Du coup, si je reformule juste pour vérifier que j'ai bien capté et dans un but de clarté maximale pour moi, puis pour celles et ceux qui nous écoutent, Mental Switch dans ta typologie, c'est effectivement venir travailler sur ces automatismes, faire ces modifications dans un but de renforcement ou d'amélioration de sa vie. Donc on est dans du renforcement du soi, de ses croyances, de son identité. Euh, Améliorer le monde du rêve. Améliorer le monde du rêve. Tes projections mentales, améliorer la qualité de ton mental, ton décor intérieur, ton ambiance intérieure, les effets, les résultats, ce que tu attires à toi, etc. Excellent. Mental off, alors du coup là j'ai une petite confusion, tu vas m'aider à clarifier, parce qu'on pourrait considérer que arriver à trouver ce calme mental, on est encore dans le rêve, sauf qu'on est dans le rêve avec le mental qui est calme, et l'étape suivante, ça va être se rappeler que tout ça est illusion, ou Non, vivre la justement, désillusion. le mental off, c'est de comprendre qu'on peut être calme, comme tu dis, mentalement, consciemment, mais pas forcément inconsciemment, et c'est d'arriver à un mental off jusque profondément dans ton inconscient, d'arriver dans un état d'hyper silence si profond que voilà, ça devient une forme de complétude à ce moment-là. Mais quand tu es en mental off, tu peux toujours être identifié Hmm. à ton corps physique, ton corps mental, ce que tu crois être dans la vie, ce que tu crois être ta place dans le monde et toutes les projections que tu te fais. D'accord? C'est pour ça que je l'ai compartimenté de cette façon-là. Et ensuite, le point zéro, c'est vraiment, là, pour le coup, faire tomber les 3 croyances racines de qui tu crois être, à savoir, euh, euh, je suis le penseur. Tu vois, d'habitude, les gens croient que c'est eux qui pensent, n'est-ce pas? Peut-être même tu crois que c'est toi qui penses là actuellement. Donc, je suis le penseur. Or, tu vois que la pensée automatique, elle s'auto-active seule et que même si tu veux pas, bah, elle va continuer de penser. Donc, en fait, ça se fait tout seul. Pareil pour les émotions, pareil pour les réactions, pareil pour les comportements, tous les mouvements inconscients qu'on s'amuse à ratifier même dans nos séances d'hypnose parce que voilà, tout se fait d'une façon automatique. Donc, croire être l'agissant, croire être le responsable de nos actions, alors que nos actions sont décidées une demi-seconde avant qu'elles soient conscientes pour nous. Donc voilà. Et enfin, la troisième croyance racine, c'est je suis la sensation, je suis la combinaison des sensations, je suis l'empreinte, l'impression d'exister, je suis le corps. Ok. Et donc voilà, ça c'est vraiment les 3 croyances racines sur lesquelles on peut travailler pour s'établir sur ce que j'appelle le point zéro. Très clair. J'espère que ça te convient, hein. Je te questionne un peu sur les éléments qui moi me questionnent. Euh, Tu mets le focus énormément sur le mental, tu dis l'hypnose c'est du mental. Je bug un peu là-dessus parce que c'est vrai qu'on peut faire une hypnose très mentale, très verbeuse d'ailleurs, euh, très fine dans les formulations, les suggestions, etc. Euh, j'ai l'impression qu'il y a une autre dimension qui est très animale quelque part, tu vois, revenir à son corps. Alors après, on pourra challenger parce que on serait encore dans le schéma où on serait identifié à notre corps. Néanmoins, j'ai l'impression, tu vois, que et d'ailleurs, je crois que Volinsky raconte un truc comme ça dans la construction de l'identité. Il dit pour lui, l'ego, pour le coup, c'est très mental. C'est la combinaison de deux croyances. Une croyance de limitation,
Genre, je suis pas assez fort, je suis pas assez aimable. T'es le petit enfant qui a faim et qui pleure parce sa maman lui donne pas le sein, et il va se construire une idée de pourquoi sa maman lui donne pas le sein. Et ensuite, il va construire des comportements pour compenser cette croyance, tu vois. Les gens ils vont vouloir toujours se montrer forts parce qu'ils croient qu'ils sont pas assez forts, toujours se montrer intelligents parce qu'ils croient qu'ils sont pas assez intelligents. Et ça, selon Volinsky, c'est la racine, la structure même de l'ego. Et il propose trois chemins pour s'en libérer autant que faire se peut, si tant est que ce soit possible. Tu as l'air de nous inviter à explorer que c'est possible de s'en libérer. Il dit une forme de prise de conscience, donc un travail mental. Comprendre comment on s'est construit et comment on fonctionne va permettre peut-être parfois de plonger moins tête baissée dans notre rêve, peut-être parfois moins vite, et puis peut-être parfois de laisser le rêve passer devant nous, en tout cas de ne pas rentrer dans le rêve. Et les autres grands axes, passer par le corps. Revenir au corps, revenir à notre animalité, tu vas sortir du mental. Et l'autre extrême, c'est la transcendance, les expériences justement de dépassement de soi. Donc je sais pas trop à nouveau quelle question je vais te poser, tu me diras comment ça résonne chez toi, mais en tout cas j'ai l'impression que l'hypnose, dans mon expérience et dans ma pratique aussi d'accompagnement, euh, ok, on met plus. Moi, c'est pas trop du mental. J'ai l'impression qu'au contraire, on revient à un truc assez corporel, assez physique, presque une intuition animale, tu vois. Euh, donc, c'était juste te challenger sur cette porte d'entrée du mental que tu as utilisée. Je crois que tu as dit la phrase, hein, pour moi, l'hypnose, c'est du mental. Et ça m'a un peu fait bugger parce que j'ai l'impression qu'il y a une dimension très corporelle, animale, et une dimension relationnelle un peu intuitive. Voilà, je sais pas trop où on va, mais tu me dis comment ça résonne. Euh, pour moi, l'hypnose, c'est de porter notre attention partout où le mental va. Si par exemple, toi, tu es un hypnotiseur et que tu me dis, imagine un arc-en-ciel, tu vois, ma pensée, elle va sur un arc-en-ciel, tu vois, je te suis et tu m'hypnotises, tu m'amènes dans une histoire, d'accord? Et au jour le jour, nous portons notre attention partout où notre mental va, d'accord? Pour moi, c'est ça l'hypnose. Donc, on a déjà une définition différente de l'hypnose. Euh, et la déshypnose, ce serait de porter notre attention euh, là d'où le mental provient. C'est-à-dire plutôt que de regarder là où le projecteur m'amène et dans les films qu'il m'amène, c'est de regarder, de me tourner et de regarder d'où vient le film et de regarder la lumière qui projette le truc. Tu vois? Ça, c'est la déshypnose. OK? Et donc, moi, je pars de là quand je parle d'hypnose. Tu vois? C'est ma définition de l'hypnose. Et donc, quand tu dis oui, mais des fois c'est animal, moi, je ne sais pas ce que tu fais quand c'est animal. Est-ce que c'est animal d'ailleurs pour tout le monde? Parce que ça fait bien longtemps qu'on attend je dirais une validation commune de ce que serait un état d'hypnose. Ah oui, moi je me sens un peu animal. Bon, bah donc on serait un petit peu en hypnose. Non, en vérité, ça dépend des gens. Euh, Il y a des gens qui ne vont pas du tout ressentir ça. Il y a des gens qui vont dire au contraire, ils sont moins dans leur corps. D'autres qui vont avoir l'impression d'être plus dans leur corps. D'autres qui vont être plus réveillés, plus endormis. C'est pour ça que je te dis, en gros, c'est le bordel et c'est n'importe quoi. Ça, c'est ma vision. Et c'est pour ça que j'ai voulu remettre de l'ordre et que, une fois l'ordre remis, bah, on apprécie de pouvoir être au clair avec ça. Est-ce que des gens, peut-être que je coupe les cheveux en quatre, hein, bon, mais on explore ensemble, et je suis plutôt d'accord avec toi, même complètement d'accord avec toi, là où l'attention se porte, entre guillemets, ça va construire notre réalité, et donc dans ton mental switch, en fait, c'est comme si tu décides, ou tu aides les gens à mieux décider où est-ce qu'ils prêtent leur attention mentale, dans Et quelle je les direction aide à ils... reprogrammer même le spectre de ce qu'ils projettent. Je veux Ouais. dire, comme toi, tu fais en hypnose. J'aide la personne à voir la réalité. Tu vois, tu parlais du bus tout à l'heure. Bon, bah là, le gars, il est mort, on va pas lui faire une séance. Mais bon, imaginons que tu aies un événement difficile qui arrive dans ta vie. C'est pas le fait qui compte, c'est les effets. C'est la façon dont tu réagis aux faits. Et donc, tout comme toi, j'agis sur les effets. Et ce qui fait que on change le spectre, on change donc ensuite les réactions à ce fait. Donc ça, c'est ce qu'on fait de toute façon en hypnose, en règle générale, tout le temps. C'est comme ça qu'on sait qu'on a fait une bonne reprogrammation, d'ailleurs. C'est parce que la personne n'a plus les mêmes réactions, ni les mêmes croyances, ni les mêmes points de vue par rapport au même événement. Euh, Excellent, ouais, tout à fait d'accord. Je pense, quand je reviens au corps, tu vois, c'est pas forcément des trucs
barré ésotérique, tu vois, c'est revenir à ses sensations, tu vois, t'as une boule dans le ventre, la personne, elle peut se raconter des trucs sur la boule, se Ouais, dire ceci, cela, ouais. bah, parfois en hypnose, et c'est là mais peut-être que c'est une histoire de définition, j'ai l'impression que c'est pas trop dans le mental, tu vois, de revenir à ses sensations, à comment le corps réagit. Après, j'ai l'impression que tu nous as dit tout à l'heure que la dimension des émotions et des sensations, en tout cas, faisait partie des identifications, de ce à quoi on s'identifie, et que peut-être que dans ton mental switch, tu peux arriver à modifier aussi les émotions et les sensations. Tu les mets dans la même case, ce travail-là? Et c'est surtout que tu as dit quelque chose d'important, en fait, tu as parlé du mental, mais c'est quoi le mental? Encore une fois, c'est une question de définition. Moi, pour moi, le mental, c'est l'ensemble des idées, des images qu'on a dans notre tête. Donc, les sous-modalités sont du mental. Donc, tu vas dire, oui, mais la personne, là, elle est en train de visualiser une boule dans le ventre, c'est quand même mieux. Moi, je ne te dis pas. Ça, c'est ce que j'appelle le sublogique. Elle n'est plus dans sa logique. C'est ce qu'on Hmm. recherche, hein, en fait, à chanter la logique. Mais elle est quand même dans du mental. Elle visualise quand même un monstre dans sa tête. Je veux dire, il y a quand même une méga hallucination, quoi. Tu vois? Jusqu'à ce que ça fasse réagir son corps, etc. C'est engrammé comme ça dans son inconscient. Ça, c'est du mental. Par contre, on peut travailler avec beaucoup plus facilement parce que la personne est en sublogique, c'est-à-dire qu'il n'y a plus le cadre logique qui maintient, qui sclérose le truc. Et donc là, on peut évidemment travailler directement sur cette hypnose mentale pour la modifier. Mais ça reste du mental. Au regard de ce que fait Zéro Mental, parce que c'est important de définir les choses aussi, parce que sinon, c'est vrai que sinon, on ne se comprend pas. Mais le mental, c'est l'ensemble des idées et des images que j'ai dans ma tête, relatives aux souvenirs du passé, passé, futur, et distorsion du présent surtout. Et donc, tant qu'il y a une once de mental dans ma réalité, il y a une projection, il y a une forme d'illusion, et il y a de toute façon une identification. C'est pour ça que ça va très, 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 très loin sur ce qu'on peut faire. On vient arracher, en fait, en nous, des identifications très profondes, des sortes de troncs d'arbres, des grosses racines sur lesquelles il y a plein d'autres choses qui se sont mises en place. Alors nous, on va dans la thérapie, on va changer ces petites choses qui se sont mises en place. La proposition du zéro mental, c'est de dire, OK, on peut faire ça, c'est sympa, mais on peut aussi aller revenir à la base pour aller débusquer cette racine pour faire tomber tout le système et finalement s'émanciper du problème lui-même, à savoir cette fausse identification. Tu me fais connecter avec les niveaux logiques de Diels, non? Comme si tu montes là, tu sais, de environnement, comportement, je sais plus, capacité, croyance, valeur, un truc comme ça. Après, j'ai l'impression que donc ça, c'est vraiment le travail dans le rêve, de nos habitudes, de nos automatismes. Ça a tendance à modifier ton identité. Et j'ai l'impression que ce que tu nous dis, c'est que avec cette approche de se rapprocher de l'absolu, l'absolu, on est désidentifié de notre identité, si ça fait sens. Et d'ailleurs, je crois que d'ailleurs le dernier étage de cette pyramide, c'est le spirituel. Peut-être que c'est un mot qui peut à peu près correspondre à cette idée du point zéro. Tu me diras si je dis une bêtise ou pas. Et alors je ne sais pas trop, encore une fois, la question que je veux te poser, mais j'ai l'impression que ce que tu nous dis, c'est que, en tout cas, la posture du praticien zéro mental va faciliter la souplesse dans tous les étages, je dirais, du rêve tel que tu l'appelles, peut-être favoriser l'installation d'un nouveau rêve, une nouvelle identité, et parfois en allant faire des incartades, entre guillemets, dans les niveaux spirituels, dans les niveaux déconditionnés, dans ce que tu appelles l'absolu, ou je crois que tu as dit ta vraie nature, des mots comme ça. Hmm. Le, la grille de lecture de la Ah pyramide, là, là, tu as envie de ranger, t'as envie de ranger le truc non, non, avec c'est les juste deux un volets. lien qui se fait. Hein, Non, mais et attends, comme... attends, regarde, 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 attends. Tu prends les niveaux logiques, tu vois, et tu as la pyramide, tu vois, et après, tu as tout ce qui dépasse ton identité, tu as tout ce qui est au-dessus de toi, Ouais. d'accord? Donc, tout ce qui est sentiment d'appartenance, ta mission, etc. Le point zéro, c'est en fait, t'enlèves tout, en fait. Ça, c'est le point zéro. Le point zéro, c'est de retrouver cette dimension qui est antérieure à la manifestation et à l'existence. L'existence n'est qu'un rêve. C'est une puissante projection mentale, une puissante projection de la conscience. C'est un putain de rêve, tu vois, c'est comme l'ampoule, le truc d'Aladin qui vient, qui sort, qui te fait un rêve, et c'est hyper hypnotique. C'est le présupposé,
Et c'est pas du tout quelque chose, encore une fois, qui a été inventé euh, par Zéro Mental, hein. Comment tu réconcilies cette vision avec les situations, en tout cas les rêves qui sont des cauchemars horribles, quoi. Je pense, je sais pas, aux enfants malades, aux gens qui vivent dans des lieux en guerre et tout. Nous, on est quand même plutôt dans des vies où, bon, oui, effectivement, notre mental a une grosse influence sur comment on vit les choses. On est, je crois, plutôt privilégiés. J'imagine que celles et ceux qui nous écoutent font plutôt partie des gens qui ont de la chance de pouvoir avoir ce genre de raisonnement. Euh, Ouais, pour les. Après, peut-être que tu me diras que c'est le rêve que leur âme a choisi. Je sais pas comment tu réconcilies cette vision qui. En gros, ce que j'entends, c'est si tu te rappelles que c'est un rêve, tu as une très très grande souplesse et tu peux modifier ton rêve. Euh, Bon, en même temps, tu me diras, Bob Marley, il est né dans le ghetto et puis il est devenu Bob Marley et à 36 ans, il avait changé le monde. Tout le monde n'est pas Bob Marley. Comment tu. Il y a rien à réconcilier, en fait. Je veux dire, à un moment donné, tu peux pas négocier avec l'absolu. Il y a juste à comprendre et à réaliser et à se mettre à explorer la question. Il n'y a rien à réconcilier. Il n'y a que dans le mental que tu peux essayer de réconcilier. Ouais, tiens, je vais réconcilier ce truc-là avec ça. Mais non, en fait, tu peux rien réconcilier avec l'absolu. C'est impossible. Je veux dire, en fait, dès que tu sors de l'absolu, tu es dans des projections, des croyances et l'illusion du mental, tu vois. Et ça, tu peux pas négocier avec ça non plus. Tu es dans la Ah, matrice à ce moment. ouais, Bon, de la matrice quand les bombes te tombent sur la gueule, je sais pas si tu peux négocier avec les bombes qui te tombent sur la gueule aussi, ou avec le bus qui t'écrase aussi, quoi. ça n'a rien à voir, même avec quelqu'un qui te caresse, tu vois ce que je veux dire? Ça change rien, en fait. Ça change pas le process. Là, tu me parles d'événements, d'éléments dans la matière. Il y en a des bons, il y en a des moins bons. Euh, je dirais que c'est même pas le sujet, en fait. Le sujet, c'est qu'est-ce que nous sommes, ok? Et qu'est-ce que nous ne sommes pas. Et quand on est libéré de ce qu'on n'est pas, comment vivons-nous? Comment percevons-nous le monde? Et quel niveau de libération on atteint au-dedans de nous? Et quand on ignore ce qu'on est, quel niveau d'enfermement on peut avoir au-dedans de notre corps humain, au-dedans de notre vie? C'est ça, en fait, le challenge et l'enjeu. C'est pour ça que ça va un petit peu au-delà de juste un petit peu de thérapie, etc. La thérapie fonctionnelle pour l'être humain, elle est sympa. Mais moi, ce qui m'intéresse, c'est vraiment qu'on puisse utiliser nos outils puissants du changement pour l'évolution jusqu'à toucher l'ultime en nous. Parce qu'il est là, à une demi-fraction de seconde, même pas une demi-fraction de seconde de nous, quoi. Tout le reste, c'est du bordel. Tout le reste, c'est du bordel. Et c'est ça le message. C'est ça le truc. Tu me rappelles cette citation, tu sais, je sais pas comment elle va sortir, si elle est totalement correcte, mais c'était l'idée que on pourrait avoir l'impression qu'on est des êtres humains qui faisons des expériences spirituelles, et peut-être qu'on serait des êtres spirituels qui faisons une expérience humaine. C'est un peu un truc de cet ordre-là? Bah, disons que j'irai pas dire ça, j'irai pas affirmer ça parce que je le sais pas, tu vois. Mais j'aurais plutôt tendance à voter pour la deuxième, tu vois. Que effectivement, en réalité, on, on s'y retrouvait en fait dans un corps humain avec toute la fonctionnalité, tous les trucs on s'y retrouvait dans ce truc-là comme ça. Pourquoi ou quoi ou comment, je sais pas. Mais ce que je sais, c'est que quand tu captes la dimension qui est qui n'est ni physique ni mentale, elle tu sais à ce moment-là que c'est beaucoup plus vrai que ce que tu as l'habitude de voir d'habitude avec tes yeux, quoi. Tu vois, donc tu n'as pas besoin d'autres preuves que ça. C'est comme si, euh, quand tu te réveilles le matin, par exemple, de ton rêve, tu as conscience que tu rêvais, quoi. Tu vois, donc tu as conscience à ce moment-là d'être vraiment réveillé, que le truc, c'était vraiment un rêve, n'est-ce pas? Yes. Bah là, c'est le même phénomène. C'est le même phénomène qui peut se produire, c'est que tu as conscience à un moment donné d'avoir rêvé d'être Adrien, quoi. Putain, merde, j'ai cru que j'étais. Putain, j'y ai vraiment cru! Momentanément, tu as cette espèce de truc où il y a une forme de dilution, de cassure momentanée de l'identification. Il y a une clarté et tu te rends compte que bah, tu te réveilles en quelque sorte de ce que tu as cru être. Et donc, ça, tu ne peux jamais l'oublier. Tu Hmm. comprends? C'est ça que j'essaie de te dire. C'est que ça, une fois que tu le vis une fois, on ne pourra pas te la refaire. Si tu rêves demain et que tu es conscient de rêver, on ne va pas te dire dans le rêve, ouais, mais tu sais, le rêve, ça n'existe pas, mec.
c'est impossible de se réveiller, tu vois. Le mec qui vient te voir dans le rêve, tu rigoles quand il te dit ça, parce que tu sais que tu vas te réveiller du rêve. Très clair. Euh, Si on revient à un plan très pragmatique, tu as nommé plusieurs fois l'expression praticien zéro mental. Toi, c'est comme ça que tu te présentes aujourd'hui, parce que finalement, l'étiquette qu'on se donne, tu vois, hypnothérapeute, hypnotiseur, déshypnotiseur, praticien en hypnose, il y a pas mal d'options finalement. Toi, tu veux bien nous dire l'option que tu as choisie, peut-être l'option que tu recommandes aux gens qui viennent se former à ton contact, si ce n'est à tes stagiaires, et puis l'idée qu'il y a derrière, parce que c'est un choix quand même stratégique finalement, la manière qu'on a de se présenter. Ouais. Alors, généralement, je me présente toujours différemment en fonction du feeling du moment. Maintenant, ce que je peux dire, c'est que ce que je recadre systématiquement, c'est tous les gens qui croient qu'ils viennent voir un hypnotiseur, qui viennent faire de l'hypnose. Ils pensent que, ah oui, je viens vous voir parce que vous allez m'hypnotiser, etc. Ça, je les recadre tous. Euh, je leur fais comprendre, entre guillemets, qu'ils sont déjà sous hypnose et que je vais les aider, au contraire, à se déshypnotiser. Donc, comme ça, c'est réglé. Après, pour le reste, je dirais que ça dépend un petit peu de l'humeur du moment. Et mes praticiens, eux, alors, ils aiment bien se présenter en tant que des hypnothérapeutes. Bon, c'est sympa, comment dirais-je, ça les démarque, entre guillemets, par rapport à d'autres. Mais bon, que ce soit des hypnothérapeutes, praticiens en changement rapide, etc. Euh, il y en a d'autres qui se présentent avec un titre qu'ils avaient par ailleurs parce qu'ils ont, par exemple, un long parcours médical ou quoi, etc. Ça change. Mais je crois surtout qu'en fait, il faut se présenter en étant soi-même, tu vois. C'est-à-dire, salut, moi, c'est Fred Vincent, toi, c'est Adrien Moulard. OK? Et moi, je vais t'aider à faire ça, tu vois. Bon, est-ce qu'on se présente toujours en fonction d'une méthode? Ouais, mais je pense que le plus important, c'est de réussir à s'extraire de toute étiquette pour devenir un praticien qu'on recommande, qu'on ressent, qu'on recommande et qui, qui, qui induit de la confiance en nous, quoi. C'est clair que quand notre, on va dire personal branding, en tout cas notre réputation personnelle, voilà, je pense que le but c'est surtout qu'après les gens viennent voir Frédéric Vincent parce qu'ils veulent voir Frédéric Vincent, viennent voir Adrien Moulard parce qu'ils veulent travailler avec Adrien Moulard. Bon, mais c'est pas forcément quelque chose qu'on peut décréter immédiatement. Et donc, ok, ce que j'aime bien dans des hypnothérapeutes, c'est que, alors c'est un peu complexe, mais du coup ça s'appuie sur un concept qui est assez familier pour le grand public. Hypnothérapeute, les gens je pense qu'ils ont une représentation de ce que c'est qu'un hypnothérapeute, et du coup, ça vient y accoler un petit préfixe. Euh, du coup, j'imagine que ça peut déjà créer une petite confusion propice à un état thérapeutique. Attends, un déshypnothérapeute, qu'est-ce que c'est que ce bordel, quoi? Voilà, on va dire que ça peut impliquer un petit peu, je dirais, l'étincelle de curiosité qui permet d'engager une conversation un peu plus synchro par la suite sur ce qui est possible de faire, en fait. Mm. J'ai eu une représentation, probablement une projection, tu parles de changement rapide, je suis un peu partagé, c'est-à-dire la question que je me pose autour du cadre de la pratique, de l'accompagnement, on va dire, du changement, c'est effectivement comment est-ce qu'on peut être les plus efficaces et les plus rapides, et en même temps respecter, entre guillemets, les rythmes du client. Et peut-être que parfois, en voulant se presser, on pourrait se ralentir, on pourrait imposer un rythme qui est pas le bon au client. Moi, j'ai fait un changement, ça va peut-être te faire sauter sur ta chaise. Il y a quelques mois, je me suis rendu compte que, en fait, j'étais pas confortable avec une première séance d'une durée classique d'une heure. J'ai cru entendre que tu travaillais en 45 minutes. Donc moi, j'ai changé ma première séance, maintenant elle dure une heure et demie. Et depuis que j'ai fait ça, alors peut-être que ça traduit aussi ce que tu nous disais il y a un instant, de surtout se connaître et de faire ce avec quoi on est aligné, parce que c'est probablement une suggestion importante. Quand on est aligné et qu'on a confiance en ce qu'on fait et dans notre cadre, c'est peut-être plus important que le cadre en lui-même et que ce qu'on fait en soi-même. C'est-à-dire cette énergie de confiance qu'on envoie. Euh, Toi, que ce soit dans ta pratique ou si tu as des recommandations d'ailleurs pour les gens qui viennent se former au zéro mental, il y a une recommandation de durée de séance, de nombre de séances, il y a une manière de le programmer ou au contraire on reste dans un truc très flou. Tu vois, j'ai eu la chance de faire une séance avec François Roustan avant qu'il décède, assez surprenant d'ailleurs. Je me suis demandé ce que ça aurait donné de rencontrer François Roustan si jamais j'avais pas fait d'hypnose, tu vois.
parce que c'était très épuré. Bon, Euh, moi j'étais un peu entraîné à l'hypnose, donc probablement que mon cerveau a créé des trucs en lien avec ça. Et à l'issue de la séance, j'ai demandé bah, comment on s'organise pour la suite, et puis il m'a dit bah, pas de programme. Et en fait, je l'ai jamais revu. Et mon feeling, c'est que, ok, ça a été une séance qui a été une étape sur mon chemin de vie, qui m'a aidé, on pourra donner des détails ou pas. En revanche, en termes de, comment dire, de cadre, et peut-être qu'à ce moment-là, c'est l'histoire que je me raconte, hein, mais que ça aurait été plus efficace pour moi d'avoir un cadre plus tenu, tu vois, où on dit, ben voilà, on s'organise comme ça pour la suite. J'ai l'impression qu'on a fait une séance d'hypnose, puis il m'a lâché dans la nature, et advienne que pourra. Bon, Hmm. à mon habitude, c'est un peu, je me rends compte que c'est mon style d'intervieweur, donc je laisse ton feeling se saisir de ça. Voilà, en termes d'organisation, de durée de séance, de fréquence, comment ça s'organise dans ta pratique ou dans l'approche zéro mentale? Oui, je crois que tu avais posé une question très importante sur le changement rapide juste avant. Il y avait un présupposé très important dans ce que tu as dit juste avant. C'est quoi la première question que tu m'as posée sur le changement rapide? C'était, en tout cas, j'ai l'impression que mon objectif, c'est de promouvoir le changement le plus rapide possible dans le respect des rythmes de la personne. Hmm. Voilà. C'est qu'en fait, pour toi, changement rapide, on pourrait dire presque égal à pas respecter le rythme de l'autre, c'est ça? Non, j'imagine que non. Dit comme ça, c'est difficile de dire oui. En tout cas, Ah, si je fais une caricature, imaginons qu'un praticien dise, voilà, moi, toutes mes séances, c'est 45 minutes, et je sais qu'il y a des gens, je connais une personne, je ne vais pas la nommer, qui ne fait que des accompagnements en une séance, avec une approche, avec une philosophie derrière, et qui vérifie pas non plus les hmm, succès, des réussites de ses clients. Et du coup, hmm, j'ai l'impression que c'est un peu léger en termes de cadre, de dire voilà, moi je crois que mon travail fait que je touche à des sphères tellement profondes que j'aide tous mes clients en une séance. Et a fortiori, je vérifie pas parce que si je vérifie, je prends le risque de supposer que ça pourrait ne pas avoir marché. Sauf que ouais. si tu regardes, Un cas, là, tu prends un cas. Tu peux pas, en plus, je sais pas, je dis c'est pas que c'est quelqu'un de toi, chez hein, moi? non, non, pas du tout. Non, mais- non? Je donne des exemples un peu extrêmes pour que Ouais. tu nous aides ou pour t'aider toi, entre guillemets, à nous aider. Enfin, en tout cas, que tu nous partages, toi, ta représentation de ce qui est le plus juste et le plus efficace pour toi en tant qu'accompagnant et pour les gens qui viennent euh, changer avec le zéro mental. Hmm. Moi, je crois que déjà, faut se méfier des gens qui vous disent ah non, mais moi, je veux pas changer vite et machin truc, etc. Parce que j'ai entendu ça dans une de tes interviews. Et oui, non, mais attends, si le client il dit qu'il a besoin de plusieurs séances et qu'il veut surtout pas changer une séance, euh, attention, il faut surtout respecter son rythme. Il faut surtout le recadrer, le client. Donc, il y en a qui respectent le rythme, mais moi, pour moi, je vois un gros warning, une grosse croyance limitante, et je prends le temps de recadrer la croyance. Et généralement, les clients, ils sont très contents que tu leur recadres leur croyance, parce qu'ensuite, ils sont très contents de changer vite. En réalité, quand ils disent qu'ils veulent changer lentement, c'est il y a un truc qu'ils n'ont peut-être pas pigé, qu'ils ont peut-être une petite appréhension, une petite peur, un truc qu'il faut recadrer. Donc, il y a les écoles qui disent, bah, moi, je ne recadre pas et je me laisse guider par l'inconscient de mon client parce qu'après tout, je vais faire comme il dit. Et puis l'autre qui dit, bah non, en fait, dès qu'il y a un truc qui pourrait empêcher, pourquoi on ne changerait pas vite d'abord? Pourquoi, en fait? Pourquoi tu veux rester un peu plus longtemps dans ton problème, en fait? Tu vois? Donc direct, moi, j'interroge ça et je préfère travailler de cette façon-là parce que c'est ça, mon métier, c'est de libérer mes clients. Libérer mes clients de l'idée même de changement. C'est comme si tu me dis, j'ai quelqu'un devant moi, mais il dit que le changement n'est pas possible. Qu'est-ce que tu fais? Tu attends 3 séances qui veuillent bien changer, qui se disent que le changement est possible? Ou bien tu le recadres? Tu vas finir par le recadrer parce que sinon, tu ne vas pas pouvoir travailler. Donc, en fait, ce que j'apprends aux gens, c'est de recadrer le conscient parce qu'il y a tellement de choses qu'on peut recadrer qu'une fois que c'est fait, ça accélère considérablement. Donc, on recadre tout ce qui se passe chez le thérapeute, on recadre tout ce qui se passe chez le client, le moindre truc, le moindre signal, on le recadre et ça peut se faire tout à fait dans la douceur, tout à fait dans la souplesse, tout à fait dans l'énergie qui correspond au client et tout à fait justement dans le rythme du client. Nous, on fait que de l'aïkido avec lui. Donc, on prend sa croyance, on voit si ça tombe, c'est tombé, bah, c'est très bien, mais maintenant, vous voulez changer en plusieurs séances? Parce que moi, ça m'arrange, hein. Pour le chiffre d'affaires, c'est quand même mieux, madame. Ah bah non, mais finalement, c'est vrai que si on peut le faire en une séance, c'est pas mal. Bah voilà, cadeau. Donc, j'ai fait gagner du temps à mon client et je suis content parce que moi, j'aime bien faire.
je dirais ne pas perdre de temps, aller à l'essentiel. C'est ma façon d'avoir le sentiment d'avoir bien fait mon travail. Tu vois, c'est comme le mec qui va polir son caillou. Il aime bien qu'il soit bien tranchant. L'autre, il s'en fout parce qu'il s'en fout, tu vois. Mais moi, j'aime bien que ma lame elle soit bien tranchée. J'aime bien que même mon truc il soit bien plié, que ce soit bien rangé, que ce soit bien propre. Et j'aime pas perdre du temps et surtout de l'énergie dans des choses. En fait, perdre de l'énergie, c'est pas pour moi. Et donc, c'est ce que j'ai fait avec le praticien zéro mental, c'est de couper tout ce qui me prenait de l'énergie. Et c'est pour ça que, euh, en praticien zéro mental, si on termine une séance en moins bonne énergie, le présupposé, c'est qu'on a merdé quelque part. Et c'est très, très bien parce que ça nous permet de nous remettre en question. Donc, tu vois, c'est une philosophie qui est un peu différente, tu vois. Euh, et c'est OK. Et moi, je ne dis pas que ceux qui font du changement lent, c'est forcément de la merde. Je dis juste que moi, je fais du changement rapide et que je promotionne le changement rapide, tu vois. Et je parle de ça parce que j'y crois à 100 000. Parce que je la connais, l'histoire du changement lent. Moi, je l'ai fait, le changement lent. Je connais plein de gens qui font le changement lent. J'ai eu près de plus de 1000 hypnothérapeutes qui font du changement lent depuis que j'ai formé à l'Arche et Zéro Mental, qui sont venus, je dirais, accélérer entre un tiers et la moitié de leur temps de travail, juste en 7 jours. Tu vois. Donc, on ne parle pas de choses qui sont, tu vois, on parle de choses tangibles. Et c'est moi, cette philosophie, je l'aime, tu vois. Et c'est ça que je défends. Et je sais que ça fait un peu chier ou que ça dérange un petit peu parce qu'on se dit, ouais, les mecs se la racontent ou je sais pas quoi. Mais c'est pas une histoire de se la raconter. C'est une histoire de simplement être au clair avec le chemin qu'on a décidé de prendre et de tout faire pour que ça fonctionne. Tu vois. Moi, je préfère me dire que tous les problèmes peuvent être réglés en une séance et viser dans le mille, faire en sorte de viser dans le mille le plus possible que de me dire, non, de toute façon, si le problème est réglé en une séance, c'est une exception. Moi, ce n'est pas ma philosophie. Je préfère dire toujours, on vise dans le mille directement. Tu vois. Et je sais que, encore une fois, ça peut être mal interprété, mais pas par les clients, hein. Moi, mes clients, ils interprètent pas mal la philosophie que je Ah, propose. attends, je t'interromps, mais là où je résonne à 10 000, pour reprendre ton expression, j'ai mon groupe de supervision, je l'appelle Hypno-Flemmard, dans l'idée que l'hypnothérapeute ou l'hypnotiseur devrait être le moins interventionniste possible, c'est-à-dire moins j'en fais, mieux mon client se porte, et son autre nom, also known as hypnose élégante. Et l'idée, c'est que c'est l'idée de l'élégance mathématique, tu sais, c'est d'avoir une équation avec le minimum de termes ou une démonstration avec le minimum d'étapes. Et j'en suis encore loin, je pense. C'est un travail d'épuration de la pratique pour ne garder que l'utile. Donc, en tout cas, voilà, dans cette idée d'optimisation de l'énergie, ça résonne très positivement. J'ai juste eu une cliente avec qui je travaille en ce moment, et quand j'ai évoqué l'idée que le changement pouvait être rapide, j'ai une crise émotionnelle. C'est une personne qui, depuis longtemps, fait face à des difficultés très importantes, avec une histoire traumatique importante, etc. Et le simple fait qu'on puisse évoquer, tu vois, je parlais même pas d'elle, je disais que parfois, je posais mon cas, je disais parfois les gens, ils arrivent à tous leurs résultats dès la première séance, parfois il y a besoin d'un peu plus de travail. J'ai un accompagnement d'une personne qui faisait des grosses crises d'angoisse. On a fait un travail que je crois de qualité, parce qu'elle fait plus de crises d'angoisse depuis plusieurs années. Elle avait fait plein de thérapies et tout, probablement que ça a aidé aussi. 18 séances. J'ai l'impression d'avoir fait du bon boulot. Peut-être que j'aurais pu faire plus rapide, probablement que j'aurais pu être plus efficace. En tout cas, j'ai l'impression que pour la personne dont je te parle, euh, en tout cas, quand j'ai évoqué que certaines personnes pouvaient changer en une séance, quand elle se l'appliquait à son histoire de vie, ça a été inacceptable. Et peut-être que c'est un cas où si j'avais voulu absolument viser dans le mille dès le début, alors peut-être que je l'aurais surprise et que ça aurait été très positif, hein, je dis pas du tout l'inverse, mais en tout cas, j'ai eu l'impression que elle, dans l'histoire qu'elle se racontait, c'était inacceptable à ce moment-là. Mais je t'aurais jamais proposé de bondir et de forcer les choses. Je t'aurais au contraire recommandé de recadrer et de questionner sa croyance, de recadrer sa croyance, parce que si en plus elle se met dans tous ces états, au moment où tu lui dis que ça peut aller vite, c'est qu'il y a forcément quelque chose de super intéressant à gratter. Et pour moi, c'était quelque chose de livré sur un plateau d'argent, quoi, tu vois, par l'inconscient. C'est comme ça que je l'aurais vu, tu vois. Et je me serais dit, ouais, chouette, elle a vachement bien réagi à ça, mais je vais certainement pas, je dirais, faire d'une exception une généralité, tu vois. Et encore moins forcer le passage. Parce que tu forces pas le passage. J'ai jamais dit qu'il faut forcer le passage. Quand je te dis recadrer la croyance, il faut attendre que ça soit recadré. Si c'est pas recadré, c'est peut-être qu'il y a autre chose à comprendre, etc. Et on continue notre travail, tu vois. Donc jamais forcer, hein, bien sûr, hein. Changement rapide, ça ne s'appelle pas du forcing, au contraire. Tu ne peux pas changer vite si tu forces.
Tu peux changer vite seulement si c'est fluide et que ça va dans le sens du client, si c'est du yes, si ça fait yes à l'intérieur de lui. Euh, Sinon, ça va faire l'effet inverse, en fait. Oui, c'est ce que tu dis, c'est pas de la boxe, c'est de l'aïkido, quoi. C'est ça. Excellent. Super, je suis ravi qu'on ait créé l'opportunité, que tu puisses bien préciser ça, parce que cette impression, en tout cas cette philosophie de vouloir être impactant, et que je trouve assez chouette, Ouais, peut parfois donner l'impression, peut-être quand on regarde de loin, que ça pourrait être un peu pushy ou un ouais, peu ouais. brutal, quoi. Et donc je suis Ouais. content en tout cas que tu aies pu bien insister là-dessus. Quand on regarde de loin, j'entends, mais je rends hommage, je le fais rarement, mais je rends hommage à Olivier Lequert qui m'a formé en 2005, qui nous a diffusé la croyance lourde à porter que tout pouvait se faire en une séance. Et c'est vrai que c'est un peu ce qui lui avait été reproché, apparemment, pour certains. Mais moi, j'ai toujours gardé ça, et c'est vrai que c'est lourd à porter, c'est très pesant, mais c'est ce qui, moi, m'a tenu, m'a poussé. J'ai jamais voulu déroger ça parce que je crois que c'est possible. Je ne dis pas que je peux y arriver à chaque fois, mais je crois que c'est possible en fait. Et je veux croire que c'est possible parce que je veux me donner toutes les chances d'y arriver. Alors, est-ce que j'y arrive à chaque fois? Non, mais c'est parce que je crois que c'est possible que peut-être que j'y arrive plus que si j'y avais pas cru, tu comprends? Enfin, c'est de la palissade que je te dis, mais c'est super important. Ouais, c'est un peu le truc d'Oscar Wilde, tu vises la Lune à chaque fois, et puis bah, parfois tu arrives direct sur la Lune, et puis sinon, entre guillemets, tu peux tomber dans les étoiles. Mais en tout cas, si tu t'offres pas la chance de croire que la personne peut changer de manière très efficace, probablement que tu la limites dans sa capacité à ce qu'elle puisse se surprendre à changer peut-être de manière plus efficace que ce qu'elle aurait imaginé. C'est ça, mais c'est sûr et certain, tout comme tu la boostes, si toi, tu mets tout en œuvre pour t'oublier toi-même, OK? Et te fondre dans l'autre pour le propulser dans sa solution à lui, avec ses réponses à lui, bon, bah voilà, là, tu boostes encore plus, quoi. Et c'est ça les effets qu'on veut créer. Très inspirant, merci. On se rapproche de la fin de notre entretien. J'ai deux dernières questions, je te les livre ensemble, comme ça on voit comment tu t'en débrouilles. Ah, Euh, tout d'un coup, quoi. Pardon? Tout d'un coup, tout d'un coup. Bon, tu vas voir, je pense que ton intelligence est capable de s'en saisir. Je te fais confiance. Euh, la première, bon, tu nous as déjà donné plein de pépites, donc peut-être que tu vas juste nous répéter entre guillemets des choses que tu as déjà dites, mais peut-être qu'il y aura d'autres choses qui vont t'inspirer. C'est... euh, non, t'as raison, c'est con. Je te les fais l'une après l'autre. Allez, l'une après l'autre, c'est plus simple. Euh, pour les Tu gens, sais, tu me dis, t'as raison, c'est con. Moi, je n'ai pas dit que c'était con. je me suis dit ça en Attention. fait. Oui, je déconne, vas-y. Euh, pour les gens qui se forment à l'hypnose en ce moment ou qui se sont formés récemment, autrement dit, ou peut-être même pour des gens plus avancés, toi, si jamais il y avait ouais, un conseil, une pratique qui t'aurait aidé à gagner du temps, justement dans ton parcours de vie et ton parcours d'accompagnant et de formateur, qu'est-ce que tu aurais aimé entendre plus tôt? Bah, tout ce que je dis aujourd'hui. Bah ouais, c'est pour ça que je sentais que la question était un peu. Alors si tu resynthétises ou ouais, je sais pas, Ah, pour les ce gens que qui nous j'aimerais écoutent, de entendre dire tiens, aujourd'hui, c'est j'aimerais entendre aujourd'hui, moi, c'est te prends vraiment pas la tête avec les états d'hypnose, te prends pas la tête avec les états d'hypnose parce que c'est n'importe nawak, donc avance et déjà c'est beaucoup. Déjà rien que ça, parce qu'on parle vraiment je dirais du gros sac que porte l'hypnose aujourd'hui, c'est l'état d'hypnose. Bah, déjà, tu peux t'en libérer. Moi, à ta place, je comprends tout de suite que les gens sont déjà sous hypnose et je me demande simplement comment les conduire, les naviguer, les faire naviguer dans leur propre hypnose. Je gagne du temps. Ça, c'est ce que je proposerais aujourd'hui aux gens parce que j'ai mis du temps à me libérer de ce sac. et finalement, c'est très ericksonien. Alors, je sais pas si ça t'intéresse d'aller sur cet héritage, mais ce côté, effectivement, les gens sont déjà dans des transes au quotidien, et plutôt que d'imposer une autre transe dessus, c'est plutôt comment est-ce qu'on peut les accueillir et naviguer ces états de conscience qui sont déjà installés, en fait. C'est ça, tout à fait. Et tu sais, on a ce qu'on appelle l'hypnose conversationnelle, donc l'hypnose sans mise sous hypnose apparente. Bon, bah, l'hypnose conversationnelle n'existerait pas si on avait vraiment besoin de faire des inductions de 40 000 heures avec des suggestions à rallonge, quoi. Non, franchement, ce truc, c'est vraiment le truc incroyable,
incroyable. C'est vraiment l'angle mort incroyable de l'hypnothérapie aujourd'hui. Et bon, bah, il y en a qui en sortent progressivement, il y en a qui tiennent beaucoup. C'est très bien. Et bon, bah, on verra dans 10 ans ce qu'il en restera. C'est marrant, tu vois, autant intellectuellement, je vais dans ton sens, j'ai quand même une petite, je sais pas si c'est une résistance, mais ça me titille émotionnellement parce que euh, euh, c'est quand même chouette l'hypnose, je veux dire, à vivre. Ah, mais Tu vois, je... de le rejeter comme d'un revers de main, de se dire non mais l'état d'hypnose Non, ou ce qu'on non, appelle attends. l'état d'hypnose, on s'en fout. Ah, Et attends, tu dis que c'est génial à vivre. Ok, tu peux le vivre. Mais moi, je te parle pas de ce qui est génial. Moi, je te parle de ce qui sert à quelque chose. bah, je veux dire, ça peut faire un effet waouh. Des gens qui se rendent compte qu'en en quelques instants, en quelques minutes, ils peuvent rentrer dans un état de relaxation profond et dans du silence mental, alors qu'ils savaient pas Mais qu'ils en étaient capables. C'est quand même un recadrage expérientiel qui souvent est vachement intéressant et thérapeutique Adrien, surtout. Adrien, c'est ce qu'on fait. Sauf que on n'est pas en train de faire croire aux gens qu'on les met sous hypnose. Tu vois? Hmm. C'est quand même une grosse différence, crois-moi. Pédagogiquement, quand tu expliques à quelqu'un que quand il vide son mental, on le met sous hypnose, versus bah, quand tu vides ton mental, tu reviens juste à toi-même et tu te réveilles, tu demanderas à 100% des gens ce qu'ils en pensent. Moi, je pense que, comme dirait l'autre, la question est vite répondue, tu vois. Là où je te rejoins en tout cas, c'est que tu viens de me faire ce lien. Je me rends compte que quand les gens font ah c'est génial, je suis dans du confort, je suis dans de la sérénité, etc. Je, 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 je réponds souvent en expliquant c'est super l'hypnose et tout. Et c'est pas l'hypnose qui permet ça. Ce que vous êtes en train de vivre, c'est vous qui l'avez créé, et les techniques d'hypnose vous ont juste permis d'avoir un accès à ces compétences, à ces possibilités, mais c'est vous, c'est votre corps, c'est votre esprit, c'est votre être qui crée l'expérience positive que vous êtes en train de vivre. Donc, en tout cas, là où je te rejoins, c'est que l'histoire de l'hypnose qu'on raconte, c'est peut-être aider à ce que les gens se réapproprient leur richesse et s'autorisent à croire qu'ils peuvent se détendre, ils peuvent créer du calme, ils peuvent changer. Donc, c'est probablement un artifice euh, qui souvent est Ok, utile et qui peut peut-être parfois être ok, contre-productif. ok. Mais ça, c'est ce qui s'appelle la suggestion, l'autosuggestion. La suggestion, ok, on peut créer des super états. C'est pas pour autant que c'est un état d'hypnose, tu vois. Genre, on est dans un état normal versus on est dans un état d'hypnose. Et pour ceux qui veulent comprendre, sous ton podcast, on pourra, si tu le souhaites, poser le lien de la démonstration que je vous ai fait sur un podcast de 20 minutes qui explique en détail tout le process et en quoi l'état d'hypnose, c'est un peu un concept qu'il va falloir, à mon avis, je dirais, gommer, effacer complètement un jour. Et donc, j'en fais la démonstration. Après, on est d'accord, on n'est pas d'accord, hein. Mais pour l'instant, personne n'a pu, ni n'a eu envie apparemment, ni n'a eu, je dirais, le- a contredit le fond, en fait. Donc, écoutez le podcast, on va vous le mettre sous la vidéo. Carrément, en tout cas, on mettra évidemment tous les liens pour retrouver ton travail, tes livres, etc. Donc, effectivement, si tu as, si t'as des contenus particuliers que tu souhaites qu'on rende disponibles, dont cet enregistrement de 20 minutes, avec plaisir. Le but, évidemment, de cet enregistrement, de cette interview, c'est que ça stimule nos réflexions, ça nous aide à encore affiner nos postures. Donc, j'ai pas l'ambition que notre échange nous amène quelque part de définitif. Par contre, si ça ouvre des portes et que ça nous invite à ce que l'échange se poursuive, et d'ailleurs, j'invite nos auditeurs, nos auditrices. Je crois que vous avez vu qu'avec Fred, on est plutôt passionné par ce qu'on fait et plutôt engagé ouais, dans une pratique sincère. Donc voilà, s'il y a des questions ou des envies de partage ou des commentaires, ou si vous n'êtes pas du tout d'accord, ou bref, peu importe, n'hésitez pas à commenter, à liker, tout ça. Bon, vous connaissez les us et coutumes des réseaux sociaux, bien sûr. Dernière question, Fred, pour profiter de ton temps. Merci beaucoup pour ta générosité et puis de ta vision, ton expérience. Euh, S'il y a une question que tu aurais aimé que je te pose, ou un thème, ou un sujet où tu dis, tiens, ça a manqué, voilà, la scène t'est complètement ouverte pour que bah, c'est toi qui choisis un peu comment on atterrit cet échange. Question pour la fin que Ouais, tu m'as pas posée. Vous s'il y a un truc remarquez quand qui... même,
C'est très pratique les interviews d'Adrien, vous remarquez, hein. Il vous donne le truc et après vous dit, bon, mais qu'est-ce que tu en penses un peu là, tout ce que je t'ai donné, qu'est-ce que tu en penses? Et à la fin, il vous dit, bon, mais la question que je t'ai pas posée, qu'est-ce que tu en penses donc? Ok. Bon, Hypnoflemmard, donc Fred, la question hypnoflemmard. posée, c'est Après, tu as le droit de me dire, on a fait un beau tour de piste, j'ai l'impression d'avoir pu partager ce que j'avais à partager, je suis content de se non, il y voir. avait tellement de choses. Tu m'as posé des questions. Voilà, apparemment, donc tu suis ce que je fais un petit peu de loin et tu m'as posé des questions pour voir un petit peu comment c'est euh, par rapport à certains concepts du zéro mental. Non, je pense qu'on aurait pu évidemment développer tout un tas de choses, mais elles sont si nombreuses que on va pas en rajouter, quoi. Du coup, tu nous dis que pour en tout cas cette mise au contact de ta manière de travailler et du cadre de ta pratique, tu as le sentiment d'avoir pu... Il n'y a pas, il y a pas un item en particulier où tu dis non, ça c'est vraiment important, il faut le rajouter, et du coup, c'est... Non, ce qu'on peut rajouter, c'est que vous avez la chaîne YouTube qui explique beaucoup de choses. Tu sais, Adrien, ça fait 10 piges que j'arrête pas de parler du zéro mental dans tous les sens. C'est pour ça, au début, tu me parles du point zéro. Je me suis dit, merde, il n'est pas au courant. Il me demande d'expliquer le point zéro. Bon, ok. Tu vois, mais tu sais, moi, j'en parle depuis longtemps. Tu vois. C'est pour ça que je préfère me concentrer sur les éléments, mais je crois qu'on a pu échanger déjà sur certaines questions que tu te posais sur le changement rapide. Et peut-être que si un jour tu zoomes davantage sur ces questions de changement rapide et que tu entres davantage à comprendre un peu plus le détail de ce qu'on fait, on pourra faire quelque chose d'encore plus précis en termes d'échange et de valeur ajoutée pour ton audience, quoi. Tu vois, là, je pense qu'on a été un petit peu global, on est un petit peu sur le truc comme ça, mais c'est difficile d'avoir pu, entre guillemets, exprimer le message du zéro mental. Donc, j'espère que vous avez passé un bon moment, que vous avez pu prendre certaines clés quand même, tout de même, certains points de vue qui ont pu vous intéresser ou du moins vous amener à réfléchir. Voilà. Bah, j'espère aussi, merci infiniment. Moi, je peux te confirmer qu'en tout cas, c'est mon cas, donc je suis très content de ce moment. Merci encore. C'est vrai que pour moi, l'interview visait plus des gens qui connaissaient peut-être pas ton travail, donc voilà, de permettre d'avoir une idée ouais, de ta vision, de ta pratique. Et j'ai l'impression qu'on a réussi. Souvent, je réécoute les podcasts après pour faire une petite note et présenter un peu, et souvent, je me rends compte qu'il y a plein de pépites et j'ai déjà l'intuition, j'en ai déjà quelques-unes clairement en tête, mais je crois que tu nous as fait pas mal de cadeaux et que ça peut déjà inspirer ben voilà, les gens qui nous ont écoutés. Tu veux rajouter quelque Et chose? toi, Adrien, si tu pouvais justement retenir quelque chose de cette interview, tu retiendrais quoi, toi? Euh, Écoute, là où je suis content, c'est notamment sur la chaleur humaine de l'interview. J'avais peut-être parfois une impression de toi, justement avec le côté très impactant, euh, une impression presque de dureté, je sais pas si c'est le bon mot, et au contraire, j'ai trouvé, voilà, en tout cas, j'ai trouvé que l'échange était très souple et sympa, et du coup, ça c'est donc sur la dimension ouais, ouais, de la chaleur humaine et de l'échange. Et après, sur le fond, j'ai trouvé aussi sympa. En tout cas, je retiens vraiment, ça me remet au cœur de quelque chose de très juste, de viser le changement le plus rapide. Et en même temps, je trouve une posture de tranquillité. Voilà, je trouve qu'il y a eu quelque chose d'assez juste à cet endroit-là. Et puis, en tout cas, je repars avec une clarté sur le mental switch, mental off et le point zéro. Euh, et du coup, j'ai hâte d'avoir des Déjà pas clients mal, là. hein? C'est déjà Pardon? pas mal, c'est déjà pas mal. Si j'ai ces trois trucs-là, un truc humain, un truc je trouve sur la posture assez juste, et puis une clarté sur la pratique, Ah, je mais pense qu'on a ouais, fait du mais bon boulot. ça c'est intéressant parce que justement, toi, tu avais déjà connu Zéro Mental de l'extérieur, entre guillemets. Est-ce qu'il y a d'autres questions, je dirais, un petit peu, tu as parlé du changement rapide, euh, je t'ai donné ma vision du changement rapide, mais est-ce que le Zéro Mental fait réagir chez toi certaines parties de toi, par exemple au niveau de tes systèmes de croyances, de thérapeute, etc. Tu vois, c'est plus sous cet angle-là, finalement, je pense que c'est le plus intéressant. Et qu'on rentre dans une musique qui sonne
qui vibre encore plus juste, tu vois. Bah, là où c'est très cool et où ça clarifie, c'est que moi j'ai lu tes bouquins, tes premiers bouquins, j'ai pas encore lu le dernier. Désolé, hein, j'ai voilà, tous des vies très remplies, donc voilà. Mais ça fait partie des choses que j'ai envie de faire. Euh, En tout cas, ça m'a permis de clarifier. Je pense que j'avais projeté sur ta pratique une dimension. euh, ok, je le livre de manière assez telle quelle, comme si l'idée c'était de d'amener tous les clients au point zéro pour qu'il y ait une désidentification et reconstruction de l'identité. Et j'entends qu'en fait, c'est surtout la posture du praticien qui, du coup, un peu par un effet placebo, quoi, ou peut-être plutôt Rosenthal, Pygmalion, je veux dire, non, non, je me suis trompé. C'est-à-dire les croyances du praticien qui vont avoir une influence sur la réalité de l'autre sans que ce soit nommé, et que tu peux aussi travailler sur des plans, je dirais, très pragmatiques, comportementaux, mais avec une vision plus de rappelle-toi que c'est un rêve, tout ça, et donc c'est plus souple que ce que tu crois. Donc voilà, en tout cas, c'est un peu ce avec quoi je repars. Hmm. Ok. Et il y a d'autres choses qui avaient pu te mettre en réaction sur les notions de changement rapide, sur les notions d'éveil au point zéro, parce que, tu vois, par exemple, il y a des gens qui vont penser que zéro mental, c'est dogmatique, ou que zéro mental, c'est des grosses croyances qu'on impose aux gens, que le changement rapide, c'est forcément superficiel, tu vois. Non, il n'y a pas des petites croyances comme ça? Bon, ok. Moi, j'étais Bon, pas si. trop là-dedans, non. Ouais, ok. Non, si tu creuses ça, j'avais peut-être un petit questionnement sur comment dire, l'adhésion à la philosophie, tu vois, de la nature absolue, Ouais, déconditionnée, quoi. Mais ouais, j'entends aussi que toi, tu le places plus comme un mode de fonctionnement interne, une croyance, un positionnement interne du praticien qui n'a pas du tout besoin d'être nommé ou d'être, je dirais, actif volontairement ouais. dans la séance, quoi. Mais je crois surtout que le futur, c'est qu'il ça soit actif pour l'autre. Oui, Directement, le futur. Mais ça, c'est l'étape d'après, tu vois. Ça, c'est le futur. Mais par contre, c'est déjà actif. Quand c'est actif dans le praticien, c'est actif dans l'autre. Euh, on a vraiment, je ne rentrerai pas dans les détails, mais on a des expériences où on voit quand le praticien est au point zéro, il se passe des choses étranges chez l'autre qui ne se passent pas quand il n'est pas au point zéro, par exemple. Tu vois. Donc, il y a une action qu'on pourrait appeler l'infusion de la présence thérapeutique aussi. Ce sont des choses qui sont difficilement mesurables, mais qui pourtant, moi, quand j'ai un groupe quand je mets 30 personnes face à face et que je leur demande de faire des expériences et que je teste après les retours, c'est quand même assez surprenant. Il y a des choses sympas, tu vois. Et on le sent bien. Donc, la présence thérapeutique est déjà agir, en fait. C'est déjà agir, le point zéro. Et c'est étonnamment là où on a l'impression que c'est je dirais le mode de fluidité maximal, si tu préfères, parce que tout est fluide. Et en tout cas, c'est vers ça qu'on a envie de travailler. Donc, oui, je comprends, moi, les gens qui se disent, oui, mais ce sont des concepts qui datent de, je sais pas quoi, de longtemps, des gourous, des machins, trucs, etc. Mais il y a quand même des éléments tangibles. Et quand tu parlais que le point zéro est une croyance, je te reprends là-dessus, c'est l'abandon de toute croyance. C'est lorsque toutes les croyances s'effondrent que le point zéro se révèle. C'est l'anticroyance, le point zéro. Et ça, encore une fois, il n'y a que en le pratiquant. C'est pour ça que j'invite les gens à pratiquer. Moi, je n'invite pas les gens à réfléchir, mais à pratiquer pour réaliser que le point zéro, c'est l'absence même de toute croyance. C'est la zone qui se révèle une fois qu'il n'y a plus aucune projection de croyance. Et c'est une nuance qui est capitale quand on comprend l'hypnose. Et c'est là qu'on comprend qu'il y a vraiment une complémentarité entre l'hypnose pour aller vers la déshypnose et que la déshypnose prend tout son sens, tu vois. j'ai souvent, on poursuit un peu plus, mais comme on était assez efficace, on a encore le temps, donc c'est cool. Et je pense qu'il y a un peu l'effet Colombo, on croit qu'on a fini, et en fait, du coup, c'est là où il y a une super richesse à la fin, donc c'est cool. Euh, je pourrais imaginer quelqu'un qui serait dans une posture très matérialiste, tu vois. On va dire non, mais si, on est notre corps, on est ces atomes-là, on est nos neurones, notre pensée est créée par les connexions synaptiques. Euh, Tu vois, il pourrait y avoir un truc. J'entends et je crois, enfin mon ressenti personnel, il est plutôt de ton côté. Pour autant, je peux imaginer un débat de croyance entre quelqu'un qui dirait non, non, mais le point zéro, c'est une hallucination du mental,
de se déshabiller de toutes ses croyances, entre guillemets, de se défaire de toutes ses croyances. Euh, Moi, ce que je crois, c'est que on est un corps qui naît, qui grandit et qui meurt, tu vois. Oui, ok. Ça, c'est pour le mec qui réfléchit, c'est pas pour le mec qui pratique. Le mec qui pratique au point zéro, il réfléchit pas comme ça. Il réalise ce qui se passe. C'est là toute la différence. Hein, c'est pour ça qu'il y a des livres de 600 ou de 1000 pages sur le point zéro, écrits par des mecs qui n'ont jamais rien compris au point zéro, tu vois. Parce qu'ils n'ont rien réalisé au point zéro. C'est tout. Il n'y a pas d'autre il n'y a pas d'autre porte d'issue de sortie, quoi. Tu vois. Peut-être qu'il y a un enjeu ouais, de transmission à cet endroit-là, qui peut d'ailleurs, moi je n'étais pas du tout dans cette idée-là, mais comme toi tu le nommes, les trucs de gourou et tout ça, c'est ces pratiques qui nécessitent de croire pour faire l'expérience. Tu vois ce que je veux dire? Et peut-être qu'il y a un enjeu là. Après, je trouve que je pense que les gens qui nous ont écoutés, qui nous ont suivis aujourd'hui, le ressentent aussi, j'imagine. Donc c'est peut-être que ça parle de moi. Euh, du coup, une posture assez tranquille en fait. C'est tester quoi. Enfin, c'est faire l'expérience et puis voir ce qui fonctionne. Après, on pourrait même imaginer que le point zéro fait partie du rêve, tu vois. T'es encore dans un rêve où tu crois que t'es plus dans le rêve. Tiens. Eh, c'est ça le problème, c'est qu'on peut imaginer beaucoup de choses. Mais la question, c'est qu'est-ce qui se passe quand on arrête d'imaginer? C'est là que le zéro mental commence, en fait. En tout cas, je sais pas si tu avais vu, je mettrai le lien alors c'est de la télé, donc faut se méfier, mais Darren Brown, il fait une expérience de synchronisation émotionnelle où en gros, il y a un type qui a pas trop confiance en lui et puis il veut l'aider à gagner en confiance en lui et il le fait synchroniser avec un type qui a fait une action héroïque, etc. Et en fait, il les met en synchro. Si tant est que la synchro existe, mais bon, il semblerait qu'il y ait quand même des phénomènes de synchronisation. On n'est pas obligé de la faire comme un gros bourrin à croiser les bras et tout ça, mais et il demande ensuite à la personne qui a eu un comportement héroïque de se replonger dans le souvenir, et pour les besoins de la télé, encore une fois, je sais pas quel est le niveau de véracité, mais je l'ai fait en formation des centaines de fois, peut-être des milliers de fois, et donc je l'ai bien vérifié, ce truc-là quand même. Il propose que l'autre bah, soit au contact de ce qui lui vient. Et en l'occurrence, pour l'émission de Darren Brown, il y a, enfin, le type, donc le gars qui a été héroïque, il était sur un quai de gare, et puis il y a une dame qui est tombée sur le quai, et il y a le train qui est arrivé, il l'a sorti, etc. Et donc l'autre, il est capable carrément de voir la ligne jaune. Enfin, il ressent voilà tout par synchronisation. Et donc là où ça résonne assez fort ce que tu nous proposes, c'est sûr que si le praticien est dans une vision très fluide que le point zéro permet, presque mécaniquement, quoi, par synchronisation, il y a de fortes chances que le client vive pas la même expérience que si le praticien est dans une vision psychanalytique de le changement au mieux c'est dur et c'est long, et en fait peut-être que c'est pas possible, quoi. On sent bien que l'énergie va pas Voilà, être la même, quoi. voilà. Exactement. C'est ça. Je crois que là, on a véhiculé une des grosses parties, une des grosses valeurs ajoutées de la façon de pratiquer que je propose. Génial, comme quoi il y a souvent des cadeaux cachés qui se présentent à la fin. Fred, encore un immense merci pour ton temps, pour ton partage, pour ton travail aussi. C'était une vraie joie. Même nous, on s'était croisés quelques fois, mais voilà, j'ai l'impression aussi d'avoir eu l'occasion d'apprendre à mieux te connaître, en tout cas de créer du lien. Donc c'était très cool pour ça. Je mettrai évidemment tous les liens qui vont bien, et puis j'invite évidemment nos auditeurs, nos auditrices à pas hésiter à nous interpeller si ça vous a challengé, s'il y a des choses avec lesquelles vous êtes d'accord, pas d'accord. On vous encourage vivement à expérimenter, tester pour que vous puissiez, bah, par votre expérience, hein, voir ce qui fonctionne, et puis garder ce qui marche pour vous, et puis laisser le reste de côté, quoi. Merci Adrien, merci vous tous. Salut, à bientôt!